effectivement, ma communication sera tout à fait, je pense que dans la lignée enfin, si je puis me permettre, hein, enfin, en tous les cas, en cohérence avec la communication que nous venons d'entendre, d'un point de vue donc, qui est le mien, qui est plutôt un point de vue littéraire, donc consacré à l'Oulipo. Alors évidemment, il y a un lien avec notre thème d'aujourd'hui, puisque l'Oulipo est souvent cité pour son anticipation, voire sa contribution à l'émergence de la littérature numérique. Donc d'abord, l'Oulipo a contribué à la construction, enfin l'élaboration, la naissance de l'Alamo. En 1981, ce groupe est né donc, et s'est destiné spécifiquement à l'expérimentation des applications littéraires de l'informatique. Mais par ailleurs, auparavant, déjà, l'Oulipo est un groupe littéraire qui est né au début des années 60 et très rapidement, on considère qu'il y a un certain nombre d'expériences oulipiennes que je vais vous présenter ensuite, qui ont anticipé d'abord la littérature générative, cette littérature produite par un programme informatique qu'on appelle générateur de texte, et puis aussi des expériences, essentiellement un conte à votre façon, mais quelques autres dont je vous parlerai, qui anticipent ou qui sont déjà des hypertextes de fiction. Donc, l'Oulipo pourrait avoir un rôle dans la définition de deux des genres majeurs de la littérature numérique. Et donc, je vais essayer d'interroger un peu cette vision qui serait une sorte de vision d'histoire littéraire, y compris littéraire numérique, si on veut, en promouvant une approche qui serait pas seulement d'histoire littéraire, mais d'histoire culturelle. Donc, encore une fois, hein, je ne vais pas m'interroger sur ce qu'est un texte, ce qu'est un écrit. Je vais essayer de partir de cette espèce de partition en me disant, finalement, un texte, c'est une convention que je vais adopter pour cette communication. Ce serait un texte littéraire et je me fierai à ce que dit l'Oulipo lui-même de ce qu'il considère comme être littéraire. Est-ce que l'Oulipo se considère comme un groupe littéraire? Qu'est-ce qu'il veut dire par là, en quelque sorte, hein? Et donc, en tous les cas, ce pourquoi je plaide, c'est pour le fait d'envisager la littérature par rapport à l'ensemble des écrits. Et il me semble que c'est particulièrement pertinent pour l'Oulipo, car l'Oulipo est un groupe qui n'est pas un groupe littéraire ou exclusivement littéraire. Alors, on sait, je pense un peu tous, que ce groupe fondé par Raymond Queneau et François Le Lyonnais a eu pour but au départ d'injecter des notions mathématiques inédites dans la création romanesque, hein, ce sont les termes de François Le Lyonnais. La composition du groupe est au départ interdisciplinaire, avec évidemment des mathématiciens, mais même des enseignants et des chercheurs universitaires, donc ils sont vraiment allés chercher très loin et vraiment, voilà, donc pas seulement des écrivains. Et puis, en fait, l'Oulipo, au départ, a un but qui n'est pas un but littéraire. Dans les années 70 encore, Paul Fournel dit que l'Oulipo n'est pas un groupe littéraire et qu'il n'y a pas d'esthétique de l'Oulipo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de visée esthétique à son travail et l'Oulipo ne prétend pas définir une esthétique spécifique. En fait, au départ, alors ça va changer, hein, ça, mais au départ, l'Oulipo est donc un groupe expérimental qui fait des travaux, beaucoup de réécriture, de transformation essentiellement. Un des exemples qu'on connaît mais qui est un exemple qui est de plus en plus marginal dans l'histoire de l'Oulipo, c'est le S+7, où on prend un texte littéraire et puis on remplace chaque substantif par un substantif qui est placé 7 entrées plus loin dans le dictionnaire. Et puis, donc, il y a différentes expériences, je ne vais pas pouvoir détailler, hein, mais l'informatique peut apparaître comme un outil pour tous ces travaux de transformation. Dans les premiers comptes rendus du groupe, on voit que l'informatique est une obsession. On y repère des tentatives de rapprochement avec IBM, Bull, et puis aussi avec le Centre de recherche lexicologique de Besançon.
une ambition donc qui semble, enfin voilà, des pratiques qui semblent pouvoir annoncer une ambition de génération automatique textuelle qui effectivement semble bien figurer dès les débuts de l'Oulipo. En janvier 64, quand Queneau présente le groupe au séminaire de linguistique quantitative de Jacques Favard, il conclut son énoncé par une analyse matricielle son analyse matricielle du langage, qui est une tentative de modélisation linguistique qui semble bien finalisée vers une production d'énoncés, même si ça n'a pas vécu cette idée, c'est quand même significatif. Et puis, en 1961, il y en a un autre indice qui est un petit peu ironique. Dans la première parution des travaux du groupe, dans les cahiers du Collège de pataphysique, avec la citation liminaire d'un extrait des Voyages de Gulliver, dans lequel Swift invente une machine à écrire, entre guillemets, combinatoire, fictionnelle, bien sûr. Alors, dès 1961, Raymond Queneau fait paraître les 100 000 milliards de poèmes qu'on cite souvent comme une anticipation de la génération automatique textuelle. Ce livre est constitué de 10 sonnets dont les vers sont isolés sur des languettes. Alors, j'aurais peut-être dû vous montrer une illustration de ce que ça donne. Pendant les questions, éventuellement, je le ferai. Mais enfin, vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler. Ça veut dire qu'on peut construire un poème, en quelque sorte, avec n'importe quel premier vers, puis n'importe quel deuxième vers d'une série de 10 sonnets. Et donc, on peut composer jusqu'à 10 puissance 14 poèmes, 100 000 milliards. Et est-ce que c'est vraiment oulipien? Parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est une fantaisie de Queneau, mais en fait, Queneau, quand il l'a composé, je ne prononce pas sur le fait que c'est juste une écriture, donc quand il l'a composé, il l'a fait vraiment sous l'impulsion de la création de l'Oulipo. Au moment de la création du groupe, il a 5-6 poèmes, il avait déjà l'idée de le faire, et c'est la création du groupe qui lui donne l'impulsion pour terminer ce projet. Et quand ça paraît, ce qui pose des problèmes éditoriaux d'ailleurs passionnants, il en distribue des exemplaires à ses membres au moment de sa parution. Enfin, je viens de le dire d'ailleurs au moment de sa parution. Et donc, ça figure dans le compte-rendu de la réunion. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose de caractéristique des travaux du groupe dans l'idée de chacun et de tous. Et en 1975, à Bruxelles, lors d'Europalia, lors donc du premier événement public important auquel l'Oulipo participe, un ordinateur traite ses poèmes et produit des sonnets en fonction de calculs personnalisés sous la forme de sorties papier. Donc, on est déjà dans une sorte de génération de textes avec l'aide d'un ordinateur. Dans ces années 70-60, d'autres expérimentations poursuivent cette ambition. Alors, en particulier, les aphorismes de Marcel Benabou, qu'il a commencé donc au sein d'Oulipo, qu'il a poursuivi ensuite au sein de l'Alamo. Donc, c'est un vocabulaire qui recoupe. Donc, c'est une façon donc, de prendre du langage cuit, des proverbes, d'en extraire ce qu'il appelle des moules syntaxiques. C'est son expression. Voilà. Mais bon, bref, en tous les cas, voilà. Et puis, il y insère des paires ou des trios de mots. Donc, juste pour vous donner l'exemple d'une série, les petits oublis font les grandes mémoires, le bonheur est dans l'oubli, non dans la mémoire, le bonheur est dans la mémoire, non dans l'oubli, un peu d'oubli éloigne de la mémoire, beaucoup en rapproche. Et puis, on voit qu'on pourrait mettre d'autres paires de mots. Les petits amours, les petites amitiés font les grands amours, les petits amours font les grandes amitiés, etc., etc. On voit que tout ça peut se combiner. Alors, donc, on voit que l'Oulipo aurait peut-être anticipé la génération automatique textuelle par un usage littéraire de la combinatoire, en somme. Les premiers générateurs textuels se sont appuyés sur la combinatoire. Or, l'Oulipo, on le sait, c'est un groupe, je l'ai dit déjà, qui se caractérise par le fait de rapprocher les mathématiques et la littérature, d'utiliser les mathématiques pour la littérature. Et justement, les 100 000 milliards de poèmes ont été l'occasion pour l'Oulipo de définir
ce qu'il a appelé la littérature combinatoire. Donc, l'Oulipo, c'est un groupe où on réfléchit à la littérature et on en produit en fonction de cette réflexion. Et l'Oulipo a non seulement produit les 100 000 milliards de poèmes, mais aussi cette étude de la littérature combinatoire. En particulier, Claude Berge a publié dans le collectif La littérature potentielle une étude de la littérature combinatoire qui a fait date en repérant ce qu'ils appellent des plagiaires par anticipation, donc en repérant toute une littérature qui existait déjà, sur laquelle je ne vais pas pouvoir vous donner de détails, mais si vous posez des questions, je vous en donnerai avec des grands rhétoriqueurs notamment, et donc des typologies possibles. Tout irait bien. Cela dit, donc, est-ce que l'Oulipo a suivi cet avenir tout tracé finalement d'inventeur d'une nouvelle littérature générative? Non, parce que l'Oulipo va finir par abandonner l'idée de recourir aux ordinateurs. Donc, je l'ai dit, l'Alamo va être créé justement pour ça, avec des membres de l'Oulipo comme Marcel Benabou, Paul Fournel, Jacques Roubaud, Paul Brafort, mais aussi avec des membres qui ne sont pas oulipiens, comme Paulette Pérec, Mario Bourriaud, Pierre Luçon et aussi Jean-Pierre Balbe, qui aura une grande importance dans la création, enfin dans l'émergence et la constitution de la littérature générative en France. Et si ce groupe a abandonné cette ambition, je pense que c'est parce qu'il s'est de plus en plus considéré comme un groupe littéraire. En tous les cas, le parallèle est vraiment frappant. Alors là encore, je suis obligée, dans le cadre de cette communication, de résumer un petit peu. C'est une question qui était là très tôt et qui s'est véritablement constituée, structurée autour de l'œuvre de Georges Perec, qui a vraiment fait émerger la possibilité d'une œuvre oulipienne parce qu'il y a eu des romans oulipiens, etc., etc. Donc, on en arrive au point où Hervé Letellier, membre de l'Oulipo, publie un essai qui s'appelle « Esthétique de l'Oulipo ». Ça veut dire que vraiment, non seulement l'Oulipo assume une ambition esthétique, mais peut-être une esthétique propre. Alors, c'est peut-être plutôt des reprises d'une esthétique. Il y a vraiment beaucoup moins une revendication, disons, l'Oulipo ne se considère en tout cas pas comme un groupe d'avant-garde. Donc, il n'y a vraiment pas la volonté de définir une littérature nouvelle. Mais en ce qui concerne l'octorialité, là, il y a quelque chose qui est, donc qui n'est peut-être pas original, mais qui n'est plus compatible à partir du moment où s'affirme une littérature oulipienne avec le recours aux ordinateurs. C'est l'idée de l'artisan. En fait, la figure de l'auteur oulipien, pour les oulipiens dans la plupart de leurs discours, mais évidemment, c'est plus ambigu que ça, et plus ambigu, il y a quand même une figure majeure, c'est celle de l'artisan. Alors, je cite Hervé Letellier. L'oulipien effectue un retour vers le poésis, le faire de l'artisan compagnon, vers l'écrivron. Il cite alors Queneau dans les exercices de style. Et donc, Marcel Benabou, quand il utilise l'ordinateur, il l'utilise comme une aide et ensuite il va trier à la main, en quelque sorte, ou à la vue, ou à l'oreille, les propositions de l'ordinateur. Et donc ça, c'est très différent de la littérature générative, en fait. Et je reviendrai là-dessus tout de suite. Juste, pour le moment, je voudrais citer Benabou. Entre guillemets, cette production de masse ne saurait faire oublier les mérites d'une fabrication artisanale. Donc, on voit que c'est l'auteur artisan. Le terme de chef-d'œuvre oulipien est très caractéristique de cette revendication d'un faire, d'un savoir-faire. Par ailleurs, donc, on va revenir aux 100 000 milliards de poèmes parce qu'évidemment, il y a un débat entre les analystes, les critiques littéraires pour savoir si c'est en quelque sorte un dispositif ou un ensemble de textes ou un recueil de textes de Raymond Queneau. Alors, Jean Quéval, qui est un oulipien, un auteur littéraire, les qualifie de poèmes de Queneau. D'autres disent que c'est plutôt une sorte de machine à produire des poèmes, si vous voulez. Alors, il me semble qu'on peut trancher ce débat
brûlant, en regardant la genèse des 100 000 milliards de poèmes, qui est assez différente de ce que Jean-Pierre Balp dit de la genèse de l'écriture, la composition plutôt de la littérature générative. Il a employé pour ce processus le terme de méta-auteur, parce qu'en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il programme un ordinateur pour produire du texte. Et quand il y a quelque chose qui ne va pas, une production qu'il estime défectueuse, à un titre ou à un autre, il reprogramme. Donc, il infère des règles générales. Et donc, d'où l'idée de méta-auteur. Tandis qu'on a vu que Benabou, lui, garde, prend et jette. Et donc, c'est différent. En fait, ce qui est dernier, c'est le geste de l'auteur, en quelque sorte. Comment Queneau a-t-il procédé pour écrire 100 000 milliards de poèmes? Eh bien, ça a été un gros travail tout à fait artisanal. Artisanal, il a procédé par essai-erreur. Et en fait, c'est un gros ensemble, 100 000 milliards de poèmes, mais c'est encore maîtrisable parce que, disons, chaque vers est une proposition indépendante. Alors après, ce qu'il fallait, c'est que les rimes soient identiques. Et puis, ensuite, du coup, que chaque vers est une sorte d'unité sémantique, et puis que leur combinaison donne quelque chose. Et pour cela, Queneau a revendiqué un effet qui est celui du coq à l'âne, de la discordance, avec un effet général qui peut être absurde, surréaliste, entre guillemets, comique. En fait, chacun de ces poèmes de base a un univers sémantique cohérent, et du coup, leur combinaison présente des discordances qui sont voulues, en quelque sorte. C'est une volonté octoriale. Et donc, pour Philippe Boots, je suis d'accord avec lui de ce point de vue, avec mes arguments. Il y a une différence entre ces deux types de littérature. Alors, il parle des générateurs combinatoires en inférant tout ce qui concerne les générateurs combinatoires des 100 000 milliards de poèmes. Il dit qu'il n'était pas axé, en fait, il pense aux 100 000 milliards de poèmes, sur le dispositif, mais bien sur le texte. L'infini des possibles, il tient en peu de mots, 140 vers pour les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. Et donc, c'est différent de la littérature générative. Alors, est-ce que maintenant, l'Oulipo a anticipé l'hypertexte de fiction et dans quelle mesure, en fait, Donc, l'Oulipo, si c'était le cas, serait bien dans son rôle d'explorateur de formes littéraires, puisque, en fait, avant que Queneau invente un conte à votre façon, qui est donc une sorte de livre dont vous êtes le héros avant la lettre, avec une histoire un peu plus évanescente et ironique. Ça commence par voulez-vous connaître l'histoire des trois petits pois? Et donc, oui, non, etc. Donc, c'est un conte. Donc, en fait, le groupe, dans une de ces réunions, proclame la littérature arborescente et Queneau, ensuite, invente un conte à votre façon. C'est une sorte d'illustration, non pas peut-être de la contrainte, après ça exigerait une réflexion sur ce qu'est une contrainte, mais disons de la forme littéraire inventée par l'Oulipo. Alors, ensuite, il faudrait croiser tous ces débats avec les modalités de la lecture qui sont prévues par les textes de Queneau, et puis par un conte à votre façon, et puis par d'autres exemples d'intervention d'une arborescence dans la genèse ou dans une structure peut-être profonde d'un texte. Donc, dans quelle mesure ces textes programment-ils une lecture séquentielle ou pas? Ça croise effectivement les réflexions que nous venons d'entendre. Donc, il y aurait une différence entre un conte à votre façon et puis l'augmentation de Pérec, qui est d'abord paru sous le titre dans une forme un peu différente, l'art et la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. Ce premier texte est vraiment programmé pour être lu
séquentiellement, mais en fait, on y suit toute une arborescence. Simplement, c'est un texte qui joue de la variation, de la répétition, de la variation. On revient, on repasse tout le temps par les mêmes étapes, puisque bon, il s'agit de l'histoire d'un chef de service qui va d'abord aller voir son chef de service, puis passer voir la secrétaire, puis etc. Donc, il y a un certain nombre de passages obligés. Et oui, la secrétaire est là, non, le chef de service est là, etc., etc. Et donc, est-ce que, alors ici encore, on voit que l'Oulipo est allé de plus en plus vers, il n'y a eu pas tant de textes que ça qui ont programmé des lectures, disons, non séquentielles ou multilinéaires, mais ils ont été de moins en moins nombreux. Et on voit que Fournel, par exemple, qui a participé en 1970 à l'élaboration d'une pièce de théâtre interactive, L'Arbre à théâtre, en 1973. En 2007, quand il écrit Chamboula, qui est aussi un texte où on passe comme ça par des possibilités successives, eh bien, il préfère, in fine, le publier sans la mention de choix. Et donc, du coup, on le lit séquentiellement. Alors, du coup, est-ce qu'un conte, à votre façon, a initié pour l'Oulipo une sorte de nouvelle possibilité littéraire? Peut-être pas, hein, au sein du groupe. De toute façon, c'est un texte, pour reprendre l'analyse d'Hélène Campagnol-Cattel, qui est un peu un texte limite, parce que c'est un texte très ironique. Elle dit que c'est un jeu gratuit basé sur le nonsense, puisque le texte s'annule lui-même en quelque sorte, hein, pour caricaturer un petit peu son propos. Donc finalement, entre ce qu'on appelle ce que Pablo Martín Sánchez appelle un hypertexte de papier et un pseudo-hypertexte, entre ce que Magnier appelle le texte, l'hypertexte virtuel ou actuel. Donc, eh bien, l'Oulipo privilégie un texte qui sera structuré globalement, linéairement, même si le lecteur reconnaît des reprises incessantes. Hein. Alors, il y a tout un débat sur nombre de textes oulipiens entre les spécialistes pour savoir si tel ou tel se lit ou pas séquentiellement. J'en arrive au cas de La vie mode d'emploi, qui a pu être considéré comme un hypertexte. Et là, donc, vous allez trouver des échos avec la communication précédente, tout simplement à cause de son index ou grâce à son index. Donc, l'index permettrait, c'était le but de Pérec, alors c'est un débat pour savoir oui ou non est-ce qu'on l'utilise, mais enfin, en tous les cas, c'était le but que ça permette une démultiplication de la lecture. Mais évidemment que l'index existait avant l'hypertexte. Et donc, dans La vie mode d'emploi, on a aussi des notes et donc des formes de décrochage d'une linéarité unique qui sont propres au texte de savoir. Donc, c'est caractéristique d'une culture oulipienne très largement scientifique, puisque l'Oulipo a beaucoup réutilisé une culture scientifique dans ses textes. Je mentionne juste Cosmic Comics de... je n'ai pas une mémoire immédiate des noms de Calvino. Voilà. Alors, donc, il y a une culture pluridisciplinaire qui explique un intérêt pour toutes les formes d'écrit, intérêt qui est, là encore, spéculatif et pratique à la fois. Donc, François Léonnet a, par exemple, parlé du troisième secteur pour tous les écrits publicitaires, les notices, les menus, les prospectus et même les graffitis ou les écrits sur les pierres tombales. Et donc, d'où aussi un intérêt pour tous les types de supports. Et quand Queneau a inventé les 100 000 milliards de poèmes, c'était à la fois par un intérêt pour la combinatoire, mais aussi pratiquement parce qu'il connaissait un livre pour enfants, un type de livre qui s'appelait Tête folle, c'est le titre qu'il a donné, mais c'est un type de livre qu'on connaît tous avec une tête, des habits qui varient, et puis des pieds, il y a ça avec des monstres aussi. Et donc, il a repris ce découpage qui permet la combinatoire d'éléments, non plus dessinés, mais textuels. Un conte à votre façon, maintenant, n'est pas davantage une création ex nihilo, et je trouve que c'est
intéressant de repérer, ce qui n'a pas été tant fait que ça, que sa structure, selon l'auteur même, s'inspire de la présentation des instructions destinées aux ordinateurs. Et donc, finalement, d'écrits qui sont comment dire, périphériques de programmes informatiques. Et il est intéressant aussi que Pérec déclare que l'art est la manière d'aborder son chef de service pour lui demander une augmentation. Un des premiers textes qui s'appuie sur sur une variation de ce type au sein de l'Oulipo. Il dit que c'est la traduction linéaire d'un organigramme. Et il publie ce texte en 1968 dans le numéro 4 de la revue L'enseignement programmé. C'est-à-dire que dans les deux cas, c'est une sorte d'avant-programme, si vous voulez, qui est l'organigramme, qui permet de mettre en forme l'arborescence, qui est à la base de nombreux, des programmes informatiques. Et ça inspire Pérec, et donc ça veut dire que les textualités nouvelles que portent les oulipiens, elles émergent parce qu'ils ont une connaissance ou une culture pluridisciplinaire et un abord de l'ensemble des écrits. Et donc, j'en viens à l'idée que l'hypertexte, finalement, croise des logiques informatiques arborescentes et des logiques culturelles de transmission des savoirs qui préexistaient, évidemment. Et il a été créé au départ, l'hypertexte, pour permettre la transmission de contenus, de textes de savoir. Et donc, c'est assez logique qu'il y ait cette articulation-là. Et par conséquent, la vie mode d'emploi anticipe moins l'hypertexte de fiction, qui ne reprend, avec quelque ironie, des structurations éditoriales propres aux écrits savants. Et c'est par ces structurations que Vandendorp nomme tabulaire que ce roman ressemble à l'hypertexte. Et voilà, il n'anticipe pas plus l'hypertexte ou l'hypertexte de fiction que le dictionnaire Casar, qui reprend des formes du dictionnaire, tout simplement. Donc, j'en suis à ma conclusion et je ne vais pas trop développer le fait que finalement, on voit que le fait d'appréhender la création littéraire en le mettant en relation avec l'ensemble des écrits, ça permet d'envisager quantité d'innovation en ce qui concerne en particulier, Vandendorp parle de la tabularité des textes, mais ou de leur non-séquentialité, et puis des croisements entre logique visuelle, logique textuelle. Dans le cas de l'Oulipo, je vais finir par une petite remarque de littéraire, c'est cette tension qu'on a dans ce groupe qui est pluridisciplinaire, qui a des visées de plus en plus littéraires, et où on voit se rencontrer deux tendances en partie contradictoires, un attachement à une textualité close, largement séquentielle, maîtrisable, dominée par une autorité, et puis, d'un autre côté, une ouverture au pluriel des écrits comme à leur démultiplication.